Koga, un loser solitaire et sans amis, voit et chasse les fantômes. Mais en emménageant dans un hôtel hanté par une fantôme pulpeuse, il abandonne la chasse pour s'intéresser à ses fesses. Enfant, sa capacité à voir les fantômes l'a fait abandonner par ses parents. Il devient chasseur de fantômes. Un jour, Koga arrive dans une nouvelle ville et voit un couple de vieux attaqué par un fantôme. Il le frappe aussitôt et l'envoie au ciel, seule technique qu'il connaît. Il demande aux vieux des infos sur l'auberge Uraji. Ils le mettent en garde, c'est hanté. Koga leur assure qu'il peut combattre les fantômes à main nue. Il va à l'auberge et entre dans la source chaude, impatient d'y tabasser les fantômes. C'est alors qu'il voit une belle femme se déshabiller dans la source. Quand il croise le regard de ses obus, elle panique et flotte de honte. Koga comprend qu'elle est le fantôme de l'auberge Uraji. Quand elle réalise qu'il peut la voir, elle utilise ses pouvoirs pour l'assommer. Plus tard, Koga se réveille sur les genoux d'une femme. Elle se présente comme la gérante Nakai. Une ivrogne au gros sein entre et lui offre du saké, mais Nakai lui dit de le laisser tranquille. La bombe se présente comme Nanko et lui offre un aperçu de ses fesses, ce qui excite Koga. Un kunai lui érafle le visage. Saji, une wannabe de Sasuke, lui dit qu'elle le punira s'il tente quoi que ce soit avec les dames de l'auberge. Elle dit à Nanko d'arrêter de s'habiller comme Mia Khalifa car il y a un homme. Mais une étrange fille, Yaya, se réveille sur les genoux de Koga et lèche ses blessures, ce qui le fait reculer. Ensuite, il apprend que ces 4 cinglés sont les résidentes de l'auberge. Quand il leur dit qu'il loge dans la chambre 4, elles lui souhaitent bonne chance, ce qui le trouble. Après leur départ, Koga va dans sa chambre et trouve une paire de fesses fantomatiques rondes sortant du mur. Résistant à l'envie de les gifler, Koga tire sur les jambes de la fantôme, mais elle le supplie d'arrêter, elle ne voulait pas l'effrayer, c'est pourquoi elle s'était cachée dans le mur. Elle lâche le mur pour atterrir sur le visage de Koga et l'assommer à nouveau. À son réveil, elle s'excuse et se présente comme Yuna, le fantôme d'Uraji, et Koga lui dit qu'il est médium. Elle lui demande alors de la décrire, il lui dit qu'elle ressemble à une écolière avec d'énormes seins, ce qui la rend heureuse car c'est sa vraie forme, et la plupart des gens ne voient qu'un esprit blanc. Cependant, cela signifie aussi qu'il a vu tout son corps plus tôt à la source chaude et cela la met mal à l'aise. En la voyant agir comme une fille normale, Koga commence à transpirer car ce n'est pas le 20e siècle et il ne peut pas frapper une femme. Yuna lui dit qu'elle n'a aucune intention de lui faire du mal car elle n'est qu'un fantôme familial, ce qui rend encore plus difficile pour lui de la bannir. C'est alors que l'horloge sonne minuit et Yuna place nonchalamment un futon à côté de Koga, expliquant qu'elle ne peut dormir que dans cette chambre car elle y est liée. Réalisant qu'il va vivre dans la même chambre qu'une femme plantureuse, Koga rougit mais agit normalement pour cacher le tourbillon dans son pantalon. Alors qu'il s'allonge, elle lui demande pourquoi il est venu à cette auberge. Il lui dit qu'il a été abandonné par ses parents parce qu'il était facilement possédé par des fantômes, ce qui l'a laissé fauché et sans abri. Après avoir commencé à chasser les fantômes, il a appris que l'auberge Uraji avait un loyer très bas, alors il est venu ici parce que c'était tout ce qu'il pouvait se permettre. Yuna le plaint, mais elle est aussi contente qu'il soit venu, car c'est la première fois qu'elle peut parler à quelqu'un correctement. Il se souvient alors que son mentor lui avait dit que chaque esprit avait un regret persistant qui finirait par le rendre maléfique, et demande à Yuna quel est son regret. Yuna se sent réconfortée en réalisant qu'il se soucie d'elle. Mais un rat apparaît devant elle et elle panique, activant ses pouvoirs fantomatiques et faisant flotter le gars. Après l'avoir laissé tomber, il atterrit juste sur elle et voit que même si elle est un fantôme, ses seins sont toujours bien réels. Paniqué, Koga le jette hors de la pièce dans le canal extérieur, mais le suit rapidement pour le sortir. Le lendemain, Koga est super excité d'avoir un travail à temps partiel, mais son excitation s'estompe alors qu'il ne cesse de penser à ce qui arrivera à Yuna si elle devient maléfique. Pendant ce temps, alors que Yuna est à la fenêtre, s'extasiant sur la gentillesse de Koga, un étrange homme apparaît à l'auberge. Immédiatement, il fait irruption dans la chambre de Yuna et commence à l'exorciser. Quand elle lui demande qui il se présente comme le moine Sugon. Sentant les pouvoirs de Segonde, Koga retourne en courant à l'auberge et entend Segonde dire à Yuna qu'elle ira au ciel si elle le laisse faire l'exorcisme paisiblement. Koga s'arrête à la porte, se demandant si c'est vraiment la meilleure chose pour elle. Mais Yuna dit qu'elle ne veut pas encore quitter ce monde, ce qui le choque. Elle ajoute qu'elle a beaucoup de choses à faire ici et qu'elle s'est fait un nouvel ami qu'elle veut mieux connaître. Mais Segonde s'en moque et continue l'exorcisme. Koga fait irruption et arrête le processus à main nue. Segon l'attaque aussitôt, mais Koga esquive tout et lui donne un coup de poing au visage. Il annonce ensuite qu'il aidera Yuna à résoudre son regret persistant pour qu'elle soit heureuse et puisse monter au ciel en paix. Yuna pleure car personne n'a jamais été aussi gentil avec elle et elle promet de l'aider si besoin. À ce moment, Segon se relève. Koga dit à Yuna de reculer, mais il touche accidentellement ses doux pompons. Paniqué, Yuna le projette hors de la pièce. Bro atterrit directement dans le bain des femmes, où Saji jure de lui broyer la saucisse. Yuna arrive pour clarifier le malentendu.
Mais quand elle dit que Koga a touché ses seins, Saji s'énerve et le tabasse. Le lendemain, Koga se réveille en flottant dans les airs. En regardant autour de lui, il voit Yuna le câliner, ses coussins contre lui. Il crie, se réveille et perd le contrôle, ce qui les fait chuter dans le lac. Ensuite, Yuna le suit partout comme un chiot, s'excusant de l'avoir si vite écarté. Elle promet de dormir loin de lui, mais il dit qu'il l'enchaînera debout en entrant dans le salon. Saji entend la dernière partie et lui lance un regard noir, pensant qu'il veut faire 50 nuances de gris avec Yuna. Alors qu'ils rejoignent tout le monde pour le petit déjeuner, Koga est choqué que tous voient Yuna et demande s'ils sont fantômes. Nanko lui montre le vrai pied qu'elle vend sur OnlyFans, ce qui confirme qu'elle est humaine. Jalouse, Yuna lève sa jupe pour montrer qu'elle a aussi de belles cuisses, ce qui gêne Koga. Il se méfie toujours des autres, alors Nanko le tire contre ses doux seins pour qu'il entende son cœur battre et confirme qu'elle est humaine. Koga rougit et recule vite, réalisant que Nanko est encore ivre, mais Saji veut tuer l'idiot, même si ce n'est pas sa faute. Elle demande à Yuna si elle est d'accord de partager avec ce dégénéré et s'il lui a fait quelque chose. Yuna se souvient qu'il a presque tout fait, sauf lui prendre sa virginité, ce qui la trouble et rend ses pouvoirs incontrôlables. Saji suspecte Koga de l'avoir tripoté, l'attaque disant qu'une bête comme lui devrait vivre dans un arbre creux. Cependant, Koga refuse de quitter la pièce, leur révélant qu'il a promis de faire monter Yuna au ciel. Cela change soudain l'ambiance dans la pièce, et même si les filles savent que Yuna partira, elles ne le veulent pas. Juste à ce moment, Yada sort de sous la table et Koga est choqué de voir qu'elle a des oreilles de chat et une queue. Les autres lui disent de se couvrir, mais elle dit qu'il n'y a pas besoin car Koga est médium. Nakai entre et dit qu'il est temps de dire la vérité à Koga, mais avant, ils entendent des gens dehors. Second est revenu avec son armée de moines, décidé à exterminer les filles, qu'il dit non humaines. Ces moines ne veulent pas haïr, ne veulent pas être brutaux, mais Second dit qu'elles sont des démons et les autorise à les tripoter. Les Gooners lancent l'attaque, Saji s'avance fièrement et utilise ses kunai explosifs pour les faire voler. Koga est choqué. Yuna révèle que Saji est une chasseuse de démons qui change ses armes spirituelles à volonté. Nanko entre dans la foule, soulève un moine par la tête chauve, révèle sa corne de diable et l'utilise comme boule de bowling. Yaya sort un chat géant et l'envoie sur les moines. Yuna révèle que Yaya est possédé par l'esprit d'un dieu chat. L'escouade de Second est vaincue. Il jure de revenir. Nakai le rejoint, une lumière est absorbée par leur cœur. Soudain, tous les moines reçoivent des appels pour des gains à la loterie et de gros prix. Ils décident de quitter leur vie de moine. Second reçoit un appel de sa fille, le suppliant de rentrer et renouer leur lien. Second accepte, tous remercient Nikai d'avoir changé leur vie. Koga est perplexe. Yuna explique que Nikai est la déesse de la chance, exaucant leur plus profond désir. Ils se présentent à Koga, sidéré, car un faux pas l'enverra au ciel avant Yuna. Le lendemain, à l'aube, Koga se réveille avec le gâteau de poisson de Yuna sur la bouche. Et quand il essaie de se libérer, Yuna se réveille aussi, tellement gênée qu'elle le projette dehors. Saji, qui s'entraînait, le soupçonne d'avoir encore fait quelque chose d'indécent. Plus tard, Koga voit un chat errer dans les couloirs et le prend pour le caresser, mais le chat le griffe et se transforme en Yaya à son grand choc. Saji arrive et demande ce qui se passe. Yaya lui dit que Koga l'a tripoté, ce qui lui vaut une raclée. Elle dit même à Nikai d'expulser l'idiot, alors Nikai propose un match de ping-pong pour régler ça. Yuna fait équipe avec Koga, mais elle dit qu'elle ne connaît pas les règles, et Koga lui dit de faire n'importe quoi car personne ici ne jouera selon les règles. Le jeu commence avec Yaya qui sert de la patte, la balle tourne mais Koga la smash habilement et marque un point. Saji demande comment il est si bon, il révèle avoir été possédé par un entraîneur de ping-pong qui l'a forcé à s'entraîner. Koga finit par détester le jeu. Grâce à ça, Koga est assez bon pour être champion national. Pour le contrer, Saji utilise un clone d'ombre pour envoyer plusieurs balles à la fois. Koga ne peut pas toutes les renvoyer, elle marque un point. Elle traite Koga d'immoral en servant, rappelant à Yuna ce qui s'est passé plus tôt. Cela la trouble tellement qu'elle renvoie tous les services et marque un point par accident. Elle réalise qu'elle peut activer ses pouvoirs fantomatiques en se souvenant de choses embarrassantes, ce qui donne une avance majeure à Koga et Yuna. Yuna s'habitue trop aux choses embarrassantes et perd ses pouvoirs, Saji en profite pour rattraper leur score. Au point de match, Koga est sur le point de perdre. Il plonge et renvoie un service, s'écrasant contre un mur. La balle est toujours en jeu et Saji est sur le point de la renvoyer, ce qui signifierait la défaite et l'expulsion de Koga. Alors, Yuna lève sa jupe pour révéler ses dessous, ce qui la gêne tellement qu'elle active à nouveau ses pouvoirs. La balle tombe de l'autre côté de la table, Koga et Yuna gagnent le match juste avant qu'elle ne les projette tous dehors. Les filles admettent leur défaite et acceptent de le laisser rester, ajoutant que s'il essaie de leur faire du mal, elles l'enverront à Dieu. Koga promet de ne rien faire, mais en quelques secondes, il glisse sur la balle et atterrit sur Saji et Yaya, touchant leurs fesses.
Il s'excuse disant que c'était une erreur, mais les filles lui rappellent que la vraie erreur fut quand ses parents ont décidé de l'avoir. Le lendemain, Yuna trouve le futon de Koga rangé. Pensant qu'il l'a quitté, elle parcourt l'auberge à sa recherche. Elle croise Nikai et jacasse que Koga doit la détester et être parti, mais Nikai lui dit qu'il est juste parti à la cérémonie d'ouverture de son école. Pendant ce temps, Koga arrive à son école, excité de prendre un nouveau départ. Il peut bannir les esprits avec son poing, donc avoir une vie scolaire normale. Yuna apparaît alors, disant vouloir célébrer son premier jour d'école. Koga est nerveux car il est le seul à la voir et lui parler. Plus tard, il se lie d'amitié avec Satoshi qui lui dit que Chisaki, la plus jolie fille de l'école, est dans leur classe. Koga la regarde et voit Yuna soulever sa jupe pour voir ses dessous. Koga se lève pour l'arrêter, mais Chisaki croit que c'est lui qui a soulevé sa jupe, lui faisant perdre toute son aura. Yuna s'excuse et explique qu'elle voulait vérifier l'uniforme pour transformer ses vêtements dans le même matériau. Elle dit que ses vêtements font partie de son existence et Koga souligne qu'elle ne porte techniquement rien. En l'imaginant, ses vêtements disparaissent. Gênée, elle active ses pouvoirs fantomatiques et fait tout flotter. Quand elle lâche, les élèves s'écrasent juste au moment où le professeur entre. L'homme les gronde, pensant qu'ils agissaient comme des animaux, puis leur demande de se présenter. Les gens parlent déjà mal de Koga. Il décide de s'excuser et de dire la vérité sur la jupe soulevée et les meubles flottants. Les autres se moquent de lui, le prenant pour Dalulu, sauf Chisaki qui le regarde curieusement. Après la classe, des garçons se moquent de lui et Yuna s'excuse, c'est sa faute. Ça... Il lui dit que c'est bon, il comptait tout avouer. Chisaki l'approche, timide, et demande à parler. Ils sortent. Il s'excuse pour l'incident de la jupe, mais elle l'approche timidement et lui dit qu'il est le seul à pouvoir l'aider. Ses peluches ont commencé à flotter la nuit et elle n'a pas pu dormir tranquille depuis. En tant qu'expert en esprit, Koga promet de l'aider et suggère d'aller chez elle. Malgré sa timidité, elle l'emmène dans sa chambre. Pendant qu'il inspecte, elle devient nerveuse, n'ayant jamais amené de garrot chez elle. Elle se convainc que Koga n'est pas mauvais, mais craint qu'il ne se transforme en chien s'il est d'humeur. Elle montre les jouets flottants. Koga canalise ses pouvoirs et les frappe. Chisaki, confuse, le frappe au visage et demande ce qu'il fait. Koga dit qu'il chasse les esprits avec ses poings, mais après avoir frappé tous ses jouets, il confirme qu'il n'était pas possédé. Il pense que quelqu'un contrôle les jouets avec un seau, il demande à Yuna d'y entrer pour voir. Chisaki demande qui est Yuna, il lui dit que c'est la fille fantôme qui l'accompagne, mais que seul lui peut la voir. Yuna essaie de regarder dans le jouet, mais quand il réagit, elle a peur et fait tout flotter. Koga atterrit sur Chisaki. Il panique en voyant ses dessous exposés. Immédiatement, elle le met dehors et lui dit de ne jamais revenir. Koga respecte son choix, ignorant que quelqu'un le surveille. Cette nuit-là, Chisaki sort de la douche. Pensant avoir été trop dur avec Koga, elle se demande si les jouets vont recommencer. Soudain, il bouge, lui arrachant ses vêtements. Koga arrive vite, lui jette un manteau, puis frappe les jouets possédés. Il en utilise un pour localiser le coupable, créant une ligne spirituelle que Yuna suit. Koga lui avait parlé des lignes spirituelles, visibles avec l'énergie. Ils ont attendu devant chez elle. Une fois le coupable trouvé, Koga arrive, portant Chisaki, et demande à la personne pourquoi elle la dérange. La personne lui dit de ne pas se vanter de ses arts spirituels, puis jette une feuille qui devient un démon géant. Misaki le voit et a peur, mais Koga n'hésite pas, charge, saute et le frappe à la tête, le retransformant en feuille. Il dit au coupable de se dénoncer, ce qui la transforme en renarde qui pleure et s'excuse pour ce désordre. Elle se présente comme Koyuzu. Dans son village, on apprend la sorcellerie par les feuilles. Après un âge, ils partent de vivre seuls, mais elle s'intègre mal, vivant dans un temple abandonné. Un jour, elle a vu Misaki et l'a observée car elle avait ce qui lui manquait, les melons. Elle pense que faire pousser des melons est vital pour survivre, mais Koga est apparu, elle ne pouvait plus observer Chisaki, c'est pourquoi elle a forcé pour bien les voir avant de la laisser. Elle s'excuse, mais Chisaki lui dit que ce n'est rien, car elle avait de bonnes intentions. Koyuzu la comprend mal et tire son manteau, exposant sa poitrine, la laissant embarrassée. Chisaki demande à Koga s'il a vu, mais il est de mauvais menteur et le révèle. Ensuite, Koyuzu est emmenée à l'Urajian où elle peut s'intégrer avec les autres marginaux. Le lendemain, Koga va à l'école. Yuna le félicite d'avoir aidé Chisaki et Koyuzu. Il rencontre Chisaki qui le remercie timidement. Elle demande comment va Koyuzu. Koga lui dit qu'elle a trouvé de plus gros melons à admirer. Chisaki promet de lui rendre visite et lui donne un sac de biscuits faits maison en signe de gratitude. Koga pleure, fauché, pensant ne jamais s'offrir les biscuits trop chers de Pokémon. Après l'avoir remercié, elle va en cours. Yuna rentre aussi pour ne pas lui causer plus de problèmes. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, grâce à elle, il est devenu ami avec Chisaki. Quelques jours plus tard, un esprit démon rend chauve les hommes en ville. Saji apparaît, utilise son kunai pour le bannir. Elle dit à son agent Aurora que le travail est terminé.
Aurora lui parle du prochain travail lié à Koga. Le lendemain, Koga est choqué de voir Saji à l'école. Yuna lui dit qu'elle est aussi en première année. Son camarade Satoshi dit que Saji était populaire à son arrivée, mais si froide qu'elle effrayait quiconque l'approchait. Yuna révèle que c'est sûrement parce que Saji a toujours été dans une école de filles. Juste à ce moment, elle l'approche pour parler. Tout le monde le fixe, c'est la première fois que Saji parle à un garçon. Elle l'emmène sur le toit où elle agit bizarrement. Elle lâche qu'il a un don pour chasser les esprits et veut l'engager pour une mission, traquer un yokai. Yuna ne peut pas venir, c'est dangereux. Cette nuit-là, Koga se demande à quel point l'ennemi est puissant pour que Saji cherche de l'aide. Il voit des garçons importuner Saji. Avant qu'il n'intervienne, Saji les met au tapis et fait un scandale. Koga la rejoint, elle lui donne une tenue et lui parle d'un parc où des couples sont attaqués par un brouillard noir. Elle a vu que c'est un yokai. Comme il n'attaque que les couples, elle veut l'aide de Koga. Il demande ce qui arrive aux victimes. Elle révèle que les femmes sont dévêtues. Quand Koga imagine la même chose arriver à Seiji, elle lui met un couteau sous le nez et lui dit de ne pas avoir d'idées sales. Après, ils vont au parc. Koga admet qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle demande de l'aide. Elle dit qu'elle est féministe et ferait tout pour protéger les femmes. En avançant, pas de brouillard. Koga plaisante qu'elle l'a fait fuir. Saji est triste, admettant qu'elle n'est pas assez féminine. Même avec cette tenue, ça ne suffit pas. Koga suggère de se donner le bras pour faire couple, mais elle rougit comme un feu. Malgré son hésitation, elle accepte pour la mission. Dès qu'elle le fait, le brouillard sombre les entoure. Saji comprend qu'autre chose contrôle ce brouillard, alors elle saute pour repérer une zone couverte du même. Ses vêtements se détériorent, elle s'inquiète. Koga dissipe le brouillard d'un coup de poing, révélant une araignée. Saji bondit, tourne comme Levi, puis fonce et découpe le yokai. Il explose et la projette, mais Koga la rattrape et voit qu'elle est complètement dévêtue. Un kunai lui est planté dans la tête alors qu'il se change. Koga lui dit que c'est dommage pour leurs vêtements car elle était mignonne, ce qui la trouble. Quelques jours plus tard, elle essaie une tenue de fille mais est trop timide pour sortir. Yaya dort sur le toit avec le dieu chat Nokogami. Koga la réveille pour le déjeuner. Elle saute du toit, perd l'équilibre, mais le dieu chat la rattrape. À table, Saji lui dit que Nokogami a possédé Yaya, lui a donné des pouvoirs et la protège. Koga se demande pourquoi Nokogami a choisi Yaya. Yaya dit qu'ils sont amis. Koyuzu loue la cuisine de Nakai, aimant sa cuisine. Nakai révèle qu'elle part demain pour le voyage annuel aux sources chaudes. Il la rassure, se partageront les tâches et lui demande de profiter. Yaya sert de la pâtée pour chat au petit déjeuner. Au dîner, Nanko remplit la table de bière et snack. Yuna prépare le petit déjeuner suivant, qui ressemble à un vrai repas. Ça a le goût de la tristesse, car elle a remplacé le saké par du vinaigre et le cola par de la sauce soja. Saji déclare qu'elle était la seule à savoir cuisiner, alors elle fait un curry végétal si toxique que ses fumées font s'évanouir tout le monde. Koga prend les choses en main et fait un plat comestible, révélant qu'il était possédé par l'esprit d'un chef qui l'a forcé à cuisiner. Au retour de Nakai, tout le monde loue Koga. Yaya goûte et tombe amoureuse. Les autres remarquent que Yaya le suit. Même quand il essaye de s'en débarrasser, elle n'écoute pas. Elle mange et dort avec lui. Koga n'est seul qu'au bain. Yaya apparaît et propose de lui laver le dos. Il panique, surtout quand l'eau chaude l'asperge et expose ses fesses. Elle griffe Koga au visage, il retourne dans sa chambre où Yuna soigne sa blessure. Yaya s'excuse, Koga la rassure. Yuna explique que Yaya a peur de l'eau chaude comme les chats, d'où son agressivité. Koga lui demande pourquoi elle est bizarre, elle ne répond pas. Yuna dit que c'est depuis qu'il a cuisiné. Koga comprend qu'elle voulait son poisson grillé. Pendant qu'il cuisine, il se demande pourquoi Yaya n'a rien dit, mais Saji explique que Yaya est très timide et ne le connaît pas assez pour demander un service. Plus tard, alors qu'elle est sur le toit, Koga arrive avec une assiette de poisson grillé et Yaya invoque Nekigami pour qu'il en ait aussi. Après l'avoir goûté, Nekigami tombe aussi amoureuse de Koga et Yaya lui demande timidement de lui griller du poisson à nouveau. Koga accepte et lui caresse la tête, créant ainsi un lien entre eux. Le lendemain à l'école, Shizaki s'approche joyeusement de Koga et lui demande comment est Yuna, à quoi elle ressemble ou si elle a une plus grosse poitrine qu'elle. La voir si excitée rend Yuna heureuse, alors Koga la regarde et lui dit qu'elle est là avec eux. Shisaki propose de prendre une photo de Yuna pour voir si elle apparaît, mais Yuna fait savoir par Koga qu'elle n'aime pas qu'on la prenne en photo. Cela rend Koga triste, mais elle se réjouit en réalisant qu'elle peut utiliser Koga pour parler à Yuna. Cependant, Koga a une idée brillante, utiliser un stylo et du papier pour qu'elle puisse communiquer par écrit et ainsi Yuna pourra avoir une amie à elle. Plus tard, Koga observe Yuna et Shisaki discuter en classe et il se demande de quoi elles parlent. À son insu, Yuna vient de dire à Shisaki qu'elle et Koga vivent au même endroit et qu'ils partagent même la même chambre.
Cela rend Chisaki confuse et elle lance un regard noir à Koga, ce qui le rend nerveux. Chisaki demande ensuite à Yuna si elle sort avec Koga, mais Yuna lui répond rapidement qu'ils ne sont que colocataires. Pourtant, Chisaki commence à imaginer Yuna et Koga faire des choses impies dans leur chambre, et elle se met à crier à voix haute à ce sujet. Comme elle a perturbé le cours, le professeur la réprimande et la punit avec des corvées après l'école. Plus tard, elle termine les corvées avec l'aide de Yuna qui s'excuse de lui avoir parlé pendant le cours. Chisaki lui dit qu'elle est aussi en faute et Yuna ajoute qu'elle était super excitée car elle n'avait jamais parlé à personne comme ça avant. Pour la remercier de son aide, Chisaki lui permet d'examiner son uniforme et de la toucher comme elle veut. Yuna hésite d'abord parce qu'elle est un fantôme, mais après que Chisaki l'ait rassurée, Yuna prend la tâche beaucoup trop au sérieux et examine chaque recoin de son uniforme, ce qui ouvre les vannes de Chisaki. Une fois qu'elle a fini, Chisaki est un peu triste de ne jamais pouvoir voir Yuna. Alors, Yuna lui prend la main et lui demande de toucher son visage pour que Chisaki puisse imaginer à quoi elle ressemble. Pendant ce temps, Koga arrive soudainement à leur recherche, ce qui fait paniquer Chisaki et la fait tomber sur Yuna. Au moment où Koga ouvre la porte, ses yeux sont bénis par quelque chose que l'on paierait pour voir, juste avant que les fils ne lui lancent des livres au visage et l'assomment. Plus tard, elle se dirige vers le toit de l'école où Yuna transforme ses vêtements en uniforme scolaire, mais Chisaki n'est pas satisfaite car elle ne peut pas voir Yuna. Elle demande pourquoi Yuna n'aime pas être prise en photo, et Yuna révèle que c'est parce qu'elle apparaît différemment sur les photos, ce qui effraie souvent les gens. Chisaki lui dit que les photos capturent non seulement le moment, mais aussi le sentiment, et qu'elle n'aura jamais peur de Yuna. Là-dessus, Yuna accepte de prendre une photo avec elle. Mais comme prévu, Yuna apparaît comme un fantôme effrayant. Malgré cela, Chisaki utilise des filtres et des autocollants pour rendre Yuna kawaii. Et Yuna aime tellement ça qu'elle utilise son doigt pour écrire « Merci » sur la main de Chisaki. Plus tard, en rentrant chez lui, Koga est accueilli par Nanko. Alors il lui demande pourquoi elle ne quitte jamais l'auberge. Juste à ce moment-là, une fille en costume arrive en courant et dit à Nanko qu'elle va rater sa date limite. Elle se présente ensuite comme Rui et donne sa carte à Kogo, et Koga est choqué d'apprendre que Nanko travaille comme mangaka. Plus tard, dans sa chambre, elle présente fièrement son travail, mais Rui est déçu car l'endroit sent l'alcool. Koga demande ensuite la date limite et Rui lui dit que leur assistante se remet à l'hôpital après un accident, ce qui est un problème car la date limite est demain. Avec seulement 15 heures restantes, Nanko n'a toujours pas terminé son travail, alors elle supplie Koga de l'aider. Koga accepte dans l'espoir de voir ses Wagamama et Rui les rejoint aussi. Plus tard, Koga remarque que Nanko est devenue une personne complètement différente et Rui lui dit qu'une fois que Nanko est dans sa zone, il n'y a plus de retour en arrière pour elle. Elle est également étonnée de la qualité des dessins de Koga et Koga lui dit fièrement qu'il a déjà été possédé par un mangaka. Il est ensuite distrait par Nanko qui critique le personnage principal de son manga, alors il doit lui rappeler que c'est elle qui le dessine. Elle commence ensuite à se plaindre de la complexité de l'amour jeune et Rui dit à Koga de la laisser faire car c'est la routine pour Nanko. Après un moment, elle est bloquée sur une scène où l'héroïne est harcelée par un méchant. Elle n'arrive pas à la dessiner correctement, alors elle demande à Koga de jouer la scène pour qu'elle puisse mieux l'imaginer. Alors que Koga se demande ce qu'elle veut dire, Nanko enfile une robe et lui demande de la tripoter. Koga, réticent, la prend dans ses bras et Rui commence à les prendre en photo. Mais les photos ne sont pas bonnes car Koga ne semble pas y mettre du sien. Pour que ce soit plus réaliste, Nanko dit à Koga de glisser sa main sous sa zone interdite, ce qui fait rougir le jeune homme. Nanko l'assure que ce n'est pas grave, c'est juste pour le travail, alors Koga accepte finalement. En quelques secondes, la scène devient trop intense alors qu'il la plaque sur le lit pendant que Rui continue de prendre des photos. Quand Koga essaie de reculer, Nanko le retient, ce qui lui fait regretter ses choix de vie. Ils le font même se travestir pour une autre case, mais heureusement, minuit sonne et leur rappelle qu'ils ont une date limite. Koga sert ensuite un café à Nanko et remarque que Rui s'est endormi, mais Nanko lui dit de la laisser se reposer pour l'instant. Nanko révèle alors qu'elle était chasseuse de yokai comme Saji il y a longtemps et à l'époque, elle faisait ce qu'on lui disait, comme une bonne fille. Un jour, au travail, elle a été gravement blessée et alors qu'elle saignait sur la neige, elle s'est demandé si sa vie allait se terminer ainsi. Après avoir survécu à l'incident, elle a décidé de changer de vie et d'expérimenter différentes choses dans le monde. Finalement, elle est devenue mangaka, mais maintenant, elle se demande si elle a fait tout ça juste pour fuir le combat. Cependant, Koga pense le contraire, car elle n'a pas bu une goutte d'alcool depuis qu'elle a commencé à travailler, ce qui signifie qu'elle veut vraiment faire ça. Grâce à ces mots, elle se remet au travail et finit à temps, poussant Rui à se précipiter au lieu de soumission. Après cela, Koga décide d'aller se coucher, mais Nanko le ramène et le force à boire quelques verres avec elle pour fêter ça. Avec enthousiasme, elle enfouit son visage entre ses usines à lait, mais les filles entrent à ce moment-là et Saji commence immédiatement à gronder Koga pour être un tripoteur.
En réponse, Nanko se déchaîne complètement et les invite tous à célébrer avec elle, ce qui mène au chaos total. Le lendemain à l'auberge, l'ambiance est plutôt animée pendant le petit déjeuner. Ensuite, Nakai balaye le porche tandis que Koga et Yuna se dirigent vers l'école et elle leur fait joyeusement signe de la main. Après leur départ, elle se dirige vers le bureau pour enfiler un uniforme scolaire et s'éclipse on ne sait où. En chemin, elle voit Koga et Yuna courir vers l'auberge car Koga a apparemment oublié ses affaires de sport. Se cachant d'eux, elle se dissimule derrière les buissons mais elle sait qu'elle va se faire prendre. Alors elle manipule leur chance pour envoyer un sanglier dans leur direction. Koga est pris par surprise et saute en l'air, mais il atterrit sur le dos du sanglier qui l'emporte. Après avoir utilisé ses pouvoirs, elle est elle-même frappée par un coup de malchance car elle marche sur la queue d'un chien et celui-ci se met à la poursuivre. Elle réussit d'une manière ou d'une autre à s'échapper et atteint une école, révélant qu'elle y assiste depuis un certain temps sans que personne ne le sache. En se dirigeant vers sa classe, elle entend ses amis parler d'une idole chauve et quand elle prend sa place, ils lui demandent quel genre de garçon elle aime. Elle leur dit avec enthousiasme qu'elle aime une idole nommée Moro. Alors son ami dit qu'un garçon de leur école ressemble aussi à Moro. Avoir des discussions de fille normale la rend si heureuse et même pendant les cours, elle rayonne de joie d'avoir une vie scolaire normale. Après les cours, elle rencontre le directeur qui la connaît depuis qu'il est jeune garçon. Elle est une divinité protectrice depuis des décennies et elle est reconnaissante à l'association de bien la traiter et de la laisser aller à l'école. Après cela, elle se dirige vers l'aire de restauration avec ses amis et profite joyeusement des quêtes secondaires, seulement pour que des types moches apparaissent et essaient de les tripoter. Quand les filles essaient de les ignorer, les lourdeaux refusent de partir, alors elles commencent à se moquer d'eux pour s'être habillés comme des idiots. Là-dessus, l'un des garçons renverse le plateau de nourriture de Nakai, alors elle utilise rapidement la manipulation de la chance pour que le plateau tombe dans ses mains avec tous les articles intacts. Faisant semblant que c'est une coïncidence, elle pose le plateau sur la table, mais le gars lui attrape la main et essaie de l'entraîner. Elle lui dit sévèrement de lâcher prise et le gars est intimidé par elle. Pourtant, il continue de la traîner, alors cette fois, elle utilise à nouveau la manipulation de la chance et le frappe d'un énorme coup de malchance. Elle-même ne sait pas ce qui va se passer, mais à ce moment-là, quelqu'un dit à l'homme de laisser les fillots tranquilles, et elle est choquée d'apprendre que c'est Koga. Quand les gars essaient de le frapper, il esquive facilement leurs attaques et les gifle, les faisant fuir comme de petits lâches. Ensuite, alors que Nakai cache son visage, ses amis s'approchent de Koga pour le remercier de son aide et lui proposent même de lui acheter à manger. Cependant, il dit qu'il est en retard pour le travail et part, et Nakai est soulagé qu'il ne l'ait pas vu tout en admirant sa gentillesse. Plus tard cette nuit-là, il rentre et trouve Nikai servant le dîner comme d'habitude. Elle avoue que le rencontrer a été sa plus grande chance. Plus tard, il interroge Yuna sur ses regrets persistants, suggérant que faire ce qu'elle aime pourrait l'aider. Nikai révèle alors que Yuna voulait visiter un parc aquatique et qu'elle a même un bon de réduction pour elle. Elle demande à Koga d'accompagner Yuna pour leur rendez-vous, ce qui les fait rougir tous les deux. Quelques jours plus tard, ils arrivent au parc aquatique. Koga se demande si c'est un rendez-vous ou une simple sortie entre amis. En regardant Yuna, elle rougit beaucoup et lui demande timidement si c'est un rendez-vous, ce qui le rend encore plus nerveux. Il réalise qu'elle est magnifique en tenue normale et se demande si ce jour changera sa perception d'elle. Quand Yuna avoue qu'elle a toujours voulu un beau rendez-vous, le gentleman en Koga se réveille et il annonce qu'il sera son cavalier pour aujourd'hui. En entrant, la réceptionniste lui dit que c'est un billet pour deux et il dit nonchalamment qu'il est en rendez-vous sans réaliser que les autres ne voient pas Yuna. Cela fait que tout le monde le prend pour un fou, alors il supplie la réceptionniste de le laisser l'utiliser. Peu après, il arrive au parc chic et Yuna l'emmène à la location de maillots. Ne sachant pas quoi choisir, elle voit un garçon demander à sa copine d'essayer un maillot, alors elle demande à Koga s'il a une préférence. Koga est gêné et en prend un au hasard, mais il est si osé que cela rend Yuna nerveuse. Malgré tout, elle transforme ses vêtements en ce maillot, et Koga est bouleversée en voyant sa poitrine fantomatique. Yuna est tellement embarrassée qu'elle reprend son apparence normale et lui dit d'attendre dehors pendant qu'elle en essaie un autre. Peu après, elle sort dans un joli maillot et Koga lui demande si elle a des projets. Elle lui parle alors des choses qu'elle veut faire. Koga commande ensuite une boisson tropicale, mais la réceptionniste lui dit que c'est réservé au couple. Quand il commence à supplier, les autres pensent qu'il est seul et désespéré, alors Yuna lui dit de laisser tomber. Ensuite, il commande un autre plat, mais on lui dit non encore, car c'est réservé au couple, ce qui le déprime. Pour lui remonter le moral, Yuna suggère de prendre le toboggan, mais en descendant, son bas de maillot se détache et s'envole.
Quand elle s'arrête à mi-chemin, Koga descend en glissant d'en haut et elle se retrouve sur lui, sa poitrine pressée contre lui. Cela l'embarrasse tellement qu'elle utilise ses pouvoirs fantomatiques pour assommer Koga. Il se réveille dans le salon et réalise qu'il a passé presque tout le temps inconscient et n'a rien appris des regrets persistants de Yuna. Cependant, Yuna est toujours heureuse et suggère d'aller à un dernier endroit avant la fermeture du parc. Elle l'emmène à un bain chaud et après un moment de silence, elle le remercie de s'être donné du mal pour lui offrir un premier rendez-vous. Elle lui demande ensuite de ne pas se forcer, admettant qu'elle préférerait venir ici avec la version normale de Koga, ce qui le rend heureux. Ailleurs en ville, un homme émo nommé Genshiro est approché par des filles qui lui demandent de les prendre en photo, mais il croit qu'elles le draguent. Il les aborde immédiatement, disant qu'il les ajoutera à son harem de bombes, mais il est frappé à la tête par sa servante, Oboro, qui lui dit d'arrêter d'agir comme un pervers. Elle ajoute que ces femmes sont trop ordinaires pour être ses épouses, alors la quête de Genshiro pour la femme extraordinaire continue. Le lendemain, Koga se réveille et trouve Yuna blottie contre lui. En essayant de se dégager, il voit que sa jambe est en quelque sorte coincée avec son corps. En plus, sa poitrine est exposée, ce qui fait paniquer le garçon. Juste à ce moment, Yuna se réveille et, comme d'habitude, elle le jette par la fenêtre. Plus tard dans la matinée, les filles trouvent Yuna qui boude et quand elles lui demandent si elle va bien, elle leur dit qu'elle a encore jeté Koga par la fenêtre. Pour se racheter, elle essaye de sauter dans la rivière aussi, mais Saji l'arrête car ça ne résoudra rien. Yuna se sent toujours mal car elle n'a pas changé du tout, mais Yaya lui dit qu'elle a beaucoup changé depuis que Koga vit ici. Nikai se souvient soudain qu'elle a oublié de donner de la sauce soja à Koga, alors Yuna se précipite à la cuisine et la prend pour lui, les voyant agir comme mari et femme, Koyuzu trouve leur alchimie adorable, mais Yuna dit que c'est un rêve lointain pour une fille fantôme de devenir une mariée. Koyuzu révèle ensuite que c'est sa première course aujourd'hui et Yuna accepte de l'accompagner. Pendant ce temps, Oboro et Genshiro parcourent la ville, espérant rencontrer une bombe qui pourrait devenir la femme de Genshiro. Soudain, Genshiro aborde une femme dans la rue, mais Oboro le frappe à la tête et lui dit d'être civilisé. Juste à ce moment, il voit Yuna accompagnant Koyuzu pour sa course et immédiatement, il tombe amoureux de sa silhouette flottante. Il s'approche de Yuna et se présente, mais Koyuzu pense qu'il lui parle et s'enfuit. Quand Genshiro dit à Yuna qu'il lui parle à elle, elle se présente et est surprise qu'il puisse la voir. Il lui prend la main et lui demande si elle veut s'amuser. Yuna, gênée, utilise ses pouvoirs de fantôme pour le repousser. Il tombe dans la rivière, Yuna s'inquiète, mais Jinchiro en ressort, ravi d'avoir trouvé une Yuna panique et refuse, disant être un fantôme lié, mais il la rassure et l'emporte dans ses bras. Elle tente de le repousser, mais ses pouvoirs échouent. Il croit qu'elle fait la difficile. Koyuzu hurle qu'il ne peut pas épouser Yuna, déjà fiancée à Koga, ils vivent ensemble et font des choses impies chaque nuit. Cela irrite Jinchiro, mais il affirme qu'il ramène Yuna à son château. Koyuzu tente d'utiliser la sorcellerie des feuilles, mais Oboro stoppe l'attaque et l'effraie d'un coup. Yuna la supplie de ne pas blesser Koyuzu, promettant de les suivre sans résister. Elle dit à Koyuzu de rentrer, Oboro ouvre un portail et dit à Jinchiro d'entrer. Avant de partir, Koyuzu les prévient que Koga viendra les battre. Jinchiro relève le défi et l'attend. Oboro ajoute qu'aucun humain n'a de chance contre Jinchiro, le dieu dragon noir du lac Ryuga à Shinano. Ils entrent dans le portail et Koyuzu rentre en pleurant, elle croise Koga et Saji tandis que Jinchiro retourne à son palais avec sa future épouse. Koga apprend tout, part pour le lac Ryuga et Koyuzu se change en ferry pour le rejoindre. Saji lui rappelle que Jinchiro est un ninja si puissant qu'il a le titre de dieu. Étant ninja elle-même, elle ne pourra l'aider, mais Koga veut y aller seule, elle change d'avis. Elle ira non comme ninja, mais comme amie de Yuna. Au palais de Jinchiro, il met des vêtements de sport à Yuna par magie, réalisant son fantasme. Il la transforme en bunny girl, femme de chambre, puis infirmière, jusqu'à ce qu'Oboro arrive et le frappe. Oboro dit à Yuna de lire sur la bonne épouse, mais Yuna refuse Jinchiro car elle ne l'aime pas. Oboro demande si elle a une relation spéciale avec Koga. Elle dit que non, étant un fantôme maladroit qui le jette toujours dans la rivière. Oboro dit que c'est mieux pour Koga si elle vit ici à vie, laissant Yuna sans voix. L'équipe des héros atteint le lac Ryuga. Saji sent une forte présence de yokai. Elle transforme sa robe en combinaison ninja et menace de couper la. Koyuzu éternue, révélant leur position. Saji agit vite et assomme le garde. Pressée, elle entre dans le château par le haut. Koga passe par la porte et interpelle Jinchiro. Les gardes le capturent aussitôt. Il est amené devant Jinchiro qui jure de le punir pour avoir déshonoré Yuna. Koga demande s'il peut épouser un fantôme. Jinchiro répond que dragons et autres races s'accouplent depuis l'Antiquité, le corps n'importe pas. Jinchiro demande ensuite à Koga jusqu'où il est allé avec Yuna, révélant qu'il était informé de leur activité impie. Koga lui dit nerveusement n'avoir rien fait, mais réalise qu'il peut utiliser ça contre Jinchiro en lui mentant.
Il dit avoir fait des choses à Yuna, ce qui met Jinchiro en colère. Pendant qu'il est en colère, Koga espère gagner du temps pour que Saji sauve Yuna. Saji et Koyuzu se faufilent dans sa chambre par le toit. Yuna est confuse qu'elles aient risqué leur vie. Saji explique qu'aucune d'elles ne la laissera tomber, mais Oboro la poignarde dans le dos. Saji utilise son kunai pour la repousser. Oboro est choquée que la colonne de Saji n'ait pas été brisée. Elle apprend que la tenue de Saji absorbe les dégâts. Koyuzu s'échappe grâce à cette distraction. Saji essaie d'empêcher Oboro de la poursuivre, mais Oboro est trop puissante et la bat. Koga est torturée pour avoir prétendu avoir... Elle révèle aussi que Saji possède beaucoup d'énergie spirituelle, ce qui signifie que Jinchiro peut en faire une concubine. Un regard sur ses seins fait saigner le nez de Jinchiro et il lui donne immédiatement un pouce levé. Quand Koga essaie de s'y opposer, Saji lui dit de partir car Oboro est bien trop puissante et ils ne peuvent pas la combattre. Yuna supplie Genshiro de libérer tout le monde et en échange, elle lui donnera un faucon. Elle dit à Koga qu'elle veut épouser Genshiro, qu'il devrait rentrer et la laisser, mais Koga voit les larmes qu'elle retient. Alors il dit à Genshiro que Yuna et lui prennent leur bain ensemble, le choquant. Genshiro, furieux, le frappe si fort que Koga percute le plafond puis s'écrase. Malgré ça, Koga se relève et lui dit de laisser Yuna et les autres partir, sinon il usera de la force. Genshiro est amusé par ses menaces, car il est un dieu et Koga juste un humain. Tout le monde rit de son audace. Il dit qu'il épousera Yuna et Saji et les prendra toutes les deux. Mais Koga charge soudain le petit dieu et le frappe à l'estomac si fort que Genshiro est projeté dans l'espace. Koga révèle alors qu'il est possédé par un esprit surpuissant, lui donnant une invincibilité scénaristique et le pouvoir d'écraser qui il veut. Sauf les femmes, voyant son maître humilié, Oboro se souvient du jour où elle fut nommée sa gardienne, chargée de renforcer le clan Ryuga. Koga s'approche et lui dit de laisser partir les filles. Oboro refuse, ordonne aux gardes de reculer, elle s'occupera de Koga. Après leur départ, elle fonce derrière lui et le lacère, mais est choquée de voir que sa peau n'a aucun dégât. Elle révèle être née de la queue du dieu dragon précédent et ferait tout pour protéger l'héritier actuel. Koga se présente comme le héros surpuissant avec invincibilité scénaristique et frappe l'air, créant d'énormes ondes de choc. Oboro esquive, se souvenant que Genshiro, malgré ses barrières, fut projetée par Koga. Elle sera vaporisée si elle est touchée, mais comme il ne peut frapper les femmes, Oboro expose sa poitrine pour révéler qu'elle en est une. Arrêtant Koga net, elle l'attaque, mais même après des coups directs, il ne subit aucun dégât. Soudain, Nanko, venue avec Yaya et Koyuzu, saisit l'épée d'Oboro. Elle saute dans la main de Yuna, lui disant qu'elle a échappé aux gardes et est rentrée à temps pour informer les autres. Nanko dit à tous qu'il est temps de rentrer, mais Oboro ne comprend pas et refuse de les laisser partir. Koga lui dit de rester calme, rappelant qu'il y a d'autres moyens de renforcer le clan Ryuga. Elle les laisse partir. Plus tard, quand Genshiro se réveille, Oboro lui dit qu'il a vaporisé Koga d'un coup de poing. Elle ajoute que Yuna et Saji étaient des fantômes et qu'après être tombées amoureuses de lui, elles sont montées au ciel. C'est un mensonge pour que Genshiro ne les poursuive plus, et il est si idiot qu'il y croit. Quand Yuna dit qu'une partie d'elle était d'accord pour épouser Genshiro, Koga demande si son regret était de ne pas s'être mariée. Elle dit non, c'est juste qu'elle lui cause toujours des ennuis, mais Koga lui dit que non et qu'il ne se reposera pas avant de la rendre heureuse. Cela la fait pleurer. En remerciant tous ceux venus la sauver, Oboro se tient près de Genshiro, jurant de devenir assez forte pour vaincre Koga. Le lendemain, à l'auberge, Koga se réveille, ses mains pressant quelque chose de doux mais trop petit pour être la poitrine de Yuya. Il réalise qu'Oboro est allongé à côté de lui, pressant ses mains sur sa poitrine. Paniqué, il demande ce qu'elle fait. Elle dit qu'elle est là pour faire de lui un père, pour que leur fils apporte la gloire au clan Ryuga. Quelques jours plus tard, Chisaki arrive à l'auberge Yugari, hésitante à entrer à cause de mauvaises rumeurs. Mais elle est amie avec Yuna et veut voir comment Yuna et Koga s'amusent. Mettant ses peurs de côté, elle entre dans l'auberge, seulement pour voir une Oboro sans scrupules essayer de téter Koga. Troublée, elle demande à Koga ce qu'il fait, mais il lui dit qu'Oboro lui a juste sauté dessus et l'a renversé. Voyant cela, Oboro met sa veste et s'en va, juste au moment où Koyuzu arrive et salue Chisaki. Elle saute dans ses bras et demande si elle peut revoir ses seins. Chisaki lui dit qu'elle les lui montrera au bain en plein air. Peu après, Yuna et Saji les rejoignent et Saji tombe amoureuse de la tenue colorée de Chisaki. Elle réalise qu'elle porte des couleurs opposées aux siennes, et c'est pourquoi elle ne semble pas féminine. Koga s'apprête à partir travailler et dit qu'il ne reviendra que demain, devant gagner assez pour un nouvel uniforme. Après l'avoir raccompagnée, les filles s'assoient au salon où Chisaki se présente. Yuna remarque la jolie tenue de Saji et lui demande si elle sort, mais elle répond que non. Quand Nanko se présente, Chisaki dit qu'elle a le même nom que son mangaka préféré. Alors Nanko lui révèle que c'est parce qu'elle est la mangaka.
Nanko lui demande si elle veut voir son studio et Chisaki accepte avec enthousiasme. Nanko l'invite alors à passer la nuit ici, même Yuna lui demande de rester. Une fois qu'elle accepte, Yuna lui propose de dormir dans sa chambre. Mekai se lève pour cuisiner, mais Chisaki offre son aide et prépare d'excellents plats italiens. Dès que Yaya y goûte, elle adore la cuisine de Chisaki et la câline. Saji est surprise, Chisaki est mignonne, stylée et cuisine comme une femme au foyer modèle. Après le dîner, au bain, les filles s'accordent, Chisaki doit être très populaire. Quand Yuna dit qu'on l'invite souvent, Oburo l'approche pour des conseils sur Koga. Chisaki lui répond que se forcer n'est pas la bonne méthode, peu importe l'amour. Oburo dit qu'elle n'aime pas Koga, elle veut juste qu'il soit père. Chisaki demande si elle compte l'épouser, mais Oburo dit que son but est d'apporter un guerrier au clan Ryuga, donc elle sera très bien comme maîtresse de Koga. En entendant cela, Chisaki la secoue en criant qu'elle doit se donner plus de valeur. Plus tard, Chisaki et Koyuzu vont dormir chez Yuna. Chisaki est choquée d'apprendre que Yuna dort aussi sur un futon. Quand Yuna lui dit qu'elle peut toucher, Chisaki la tâtonne et lui écrase la poitrine, et Koyuzu les encourage. Elle demande à Chisaki de parler de ses amours, mais Chisaki dit n'avoir jamais eu de petit ami. Koyuzu leur demande comment ensorceler un homme. Quand elles lui disent d'attendre, elle insiste car elle a lu des choses osées dans le manga de Nanko. Elle révèle qu'elle peut se transformer en une bombe plantureuse mais ne sait pas cacher sa queue et ses oreilles. Chisaki lui dit qu'elle est vierge comme les spectateurs, donc elle ne peut pas l'aider. Koyuzu leur dit qu'elle a déjà appris des choses de Nanko. Elle utilise sa magie pour transformer Yuna en pom-pom girl et lui fait jouer une scène la rendant super mignonne. Ensuite, elle transforme Chisaki en serveuse et lui fait jouer la scène Elle est adorable. Puis elle les habille en concubines et leur fait jouer une scène osée, bon fanservice, mais ça risque de démonétiser la vidéo. Plus tard, Chisaki n'arrive pas à dormir, sentant un poids lourd la presser. En le repoussant, sa main attrape du doux, les seins de Yuna. Après l'avoir remise, Chisaki réalise qu'elle dort là où Koga dort, et qu'il a dû aussi subir les positions de sommeil étranges de Yuna. À ce moment, Koga rentre du travail et elle se cache sous la couverture, se demandant pourquoi il est rentré tôt. Koga ne se souvient pas qu'elle est là et s'endort à côté d'elle, ce qui fait battre son cœur. Elle remarque le visage de Koga très près du sien, ce qui lui rappelle la première fois que c'est arrivé, et... À l'époque, elle pensait que c'était un pervers, mais il s'est avéré super gentil. Rougissante, elle essaie de sortir du lit, mais Yuna l'attrape et tripote sa poitrine en dormant. Une chose en entraînant une autre, Chisaki finit dénudée, sa poitrine exposée. À ce moment, Koga se réveille et Chisaki fait semblant de dormir, trop effrayée. Elle se demande si Koga va profiter d'elle, mais Koga la couvre juste quand Oburo entre. Immédiatement, elle monte sur lui et exige qu'il la rende mère. Chisaki se demande s'il va le faire. Quand Koga dit non, Oburo demande si elle n'est pas assez sexy, mais il lui dit qu'il ne le fera qu'avec une femme qu'il aime. Oburo décide d'interrompre sa mission jusqu'à ce qu'il tombe amoureux, tandis que Chisaki enfouit son visage dans l'oreiller en rougissant. Le lendemain, tout le monde salue Chisaki, mais avant de partir, elle écrit quelque chose pour Yuna, la laissant stupéfaite. Quand Koga demande ce que c'était, elle dit que c'est un secret. En réalité, Chisaki lui a conseillé de ne pas trop tripoter en dormant, ou même Koga, si pur, ne pourrait lui résister. Le lendemain en classe, Saji apprend que la classe part en voyage à la mer et que tous porteront des maillots de bain. Cela la rend nerveuse, se trouvant pas assez féminine. Son amie, Urara, remarque sa détresse. Urara propose de l'emmener choisir un maillot décent, mais Saji dit qu'elle prendrait son maillot d'école. Quand Urara lui dit qu'elle sera mise de côté avec ça, Saji accepte à contre-cœur d'en acheter un nouveau. Urara lui demande d'amener Koga, Saji demande pourquoi, elle répond qu'il faut la vie d'un garçon, de plus elle doit observer l'humain qui a vaincu un dieu dragon et se lier d'amitié avec lui, c'est donc une mission ninja. Cette nuit-là, Yuna apprend le voyage par Koga et s'enthousiasme, mais Koga lui dit que son dernier voyage impliquait de marcher dans des tempêtes de neige avec une armée de morts. Le voyage suivant l'a plongé au milieu d'une guerre de yokai, mais cette fois, il est sûr d'avoir un voyage normal et d'en profiter pleinement. Il demande aussi à Yuna de venir, lui rappelant qu'elle a toujours le maillot de bain de leur sortie au parc aquatique. Au même moment, Saji est devant sa porte, se demandant comment l'aborder. Quand Koga ouvre soudain la porte, elle n'arrive pas à parler et dit qu'un yokai est apparu dans un magasin, donc il doit venir. Le lendemain, Saji présente Koga à Urara, qui comprend tout de suite que Saji a menti et joue le jeu. Peu après, ils arrivent au magasin et Urara dit à Koga qu'ils mènent une enquête secrète, donc ils devront agir normalement. Saji entre dans la cabine et essaie un maillot, mais elle en choisit un qui la fait ressembler à une détenue. Quand Urara lui demande de montrer plus ses seins, Koga la soutient, disant qu'elle devrait en choisir un autre. Alors elle y retourne et ressort, ressemblant à une vraie bombe.
Koga est choquée de la voir si belle, mais Urara dit que ce n'est pas assez, elle doit ressembler à un mannequin OnlyFans. Saji essaie tous les maillots audacieux, mais elle est si gênée qu'elle veut juste prendre celui de l'école. Elle ajoute que son corps est mieux adapté au combat et que ces choses de fille ne lui conviennent pas. Alors Urara lui pince les seins et lui demande de s'expliquer. Saji est prise au dépourvu et essaie de se libérer, mais elle tombe. Koga entre vite pour voir. Cependant, après avoir vu le paradis, il s'enfuit, sachant que Saji va le tuer. Plus tard, en rentrant, Koga réalise que l'histoire du yokai était un mensonge, elle voulait juste faire du shopping avec lui. Il dit qu'il serait venu si elle avait juste demandé, et Saji s'excuse. Voyant leur alchimie, Urara dit à Koga de montrer à Saji son chemin ninja avant de s'enfuir, les laissant tous deux embarrassés. Cette nuit-là, Saji rentre et essaie le maillot que Koga a approuvé, espérant qu'il voudrait la prendre par derrière. Quelques jours plus tard, la classe part en voyage à la mer et Yuna les accompagne. Chisaki présente Yuna à une camarade, Siri. Deux gars s'approchent de Siri, lui disant que les fantômes n'existent pas et que Koga est juste un fou. Cela contrarie Siri, pensant que ça blessera Koga et Yuna, mais elle remarque que le duo s'amuse sans prêter attention. Peu après, ils arrivent à la plage et Urara demande aussitôt à Saji d'aller dans l'eau. Saji veut d'abord s'échauffer, alors Urara lui dit de rester sur ses gardes, car un yokai a été signalé ici. Saji est plus préoccupée par le fait que tous les garçons la regardent, pensant qu'elle a l'air ridicule. Juste au moment où Urara lui dit que les garçons sont fous d'elle, Chisaki arrive dans son maillot et lui vole la vedette. Pendant que Saji digère ça, Yuna et Koga demandent aux filles de venir car il a loué un bateau. Après, les filles elles vont jouer dans l'eau et Satoshi remercie Koga d'avoir amené ses bombes car il a assez de matériel pour un mois. Un yokai tentaculaire apparaît sous l'eau et arrache le haut de maillot de Shizaki, alors elle se cache derrière Koga et presse ses seins contre lui. Soudain, le yokai retient les autres filles, mais Koga et Saji agissent vite et coupent les tentacules. Le yokai se régénère et Urara révèle que son corps est à près de 300 mètres de profondeur. En entendant cela, Koga saute dans l'eau et utilise son poing pour vaincre le yokai, devenant un aimant à fille. Plus tard, quand Chisaki raconte l'acte héroïque de Koga, ils essaient de le minimiser et se moquent d'eux pour croire à de telles choses. Se sentant mal pour Koga, Chisaki demande à Saji et aux autres d'aider à convaincre ses camarades que Koga n'est pas fou. Ils acceptent. Saji révèle son plan, associer Koga à une fille au hasard et lui faire peur avec des fantômes. Koga bannira le fantôme et la fille aidera à répandre l'histoire, ce qui fera croire tout le monde en Koga. Cette nuit-là, au test de courage, Koga se retrouve avec Chisaki, ce qui est déjà mauvais pour son plan. Pour aggraver les choses, elle se tord la cheville, alors Koga décide de la porter sur son dos. Ça lui réchauffe le cœur, mais Yuna apparaît soudain sous forme de fantôme pour l'effrayer. Quand Chisaki crie, Yuna prend peur aussi et enfouit le visage de Koga entre ses seins. Plus tard, assise, Yuna avoue s'être perdue et avoir eu peur, tandis que Chisaki craint l'échec de son plan. Un autre couple passe et Chisaki attend que Saji et Urara agissent, mais elles ratent leur chance. Urara veut tester Koga en le faisant combattre le renard à 9 queues, mais Saji s'y oppose, craignant de blesser des gens. Au milieu de leur dispute, Saji tombe de l'arbre et atterrit sa friandise dans la bouche de Koga, les embarrassant tous deux. Ils entendent des gars crier car un vrai yokai est apparu et s'apprête à les dévorer. Ces deux idiots marchaient, l'un a fait basculer une grosse pierre et un monstre terrifiant est apparu. Il les a remerciés de l'avoir réveillés et en récompense décide de les manger. Alors qu'ils foncent, Koga apparaît et arrête le monstre, choquant les idiots. Le monstre essaie de mordre Koga, mais ses dents se fissurent, alors il recule de peur. Les filles arrivent et s'attendent à ce que Koga le batte, mais Koga s'agenouille et s'excuse de l'avoir réveillé. Il fait aussi s'excuser les idiots et demande au monstre de le prendre, mais le monstre sait que Koga est trop puissant, alors il se rendort. Après, les garçons le remercient et remettent de la pierre en place. Les filles regardent Koga résoudre le problème sans violence, impressionnées. Chisaki lui parle de ses plans, mais Koga dit qu'il ne se soucie pas de la vie des autres tant qu'elle croit en lui. Elle rougit et en s'approchant, son pied glisse. Koga la rattrape par les seins. Plus tard, au bain, Saji craint que les garçons les espionnent, mais Urara révèle qu'elle s'en est déjà occupée. Ensuite, ils se rencontrent. Satoshi demande si Koga et lui peuvent venir dans la chambre des filles la nuit. Les filles hésitent, mais apprenant que c'est le rêve de Yuna, elle les laisse venir en douce. Ils apprennent que les profs gardent les couloirs, impossible de se faufiler. À leur choc, Koga et Satoshi entrent par la fenêtre. Koga révèle qu'il a été possédé par un grimpeur, il sait escalader. Plus tard, en jouant aux cartes, Satoshi est curieux de savoir à quoi ressemble Yuna. Urara lui dit qu'elle est plantureuse et sans sous-vêtements, personne ne pouvant la voir. Cela éveille l'homme des cavernes en Satoshi qui imagine Yuna faisant rire Urara. Le bruit attire l'attention du prof, alors tous se cachent vite sous les couvertures pour la tromper.
Koga est coincé avec Shisaki, Yuna et Saji. Yuna a trop chaud et essaie de partir. Le prof étant là, Koga la serre dans ses bras, mais elle est submergée et active ses pouvoirs. Koga attrape Satoshi et saute par la fenêtre. Les filles couvrent le cou, disant au prof qu'elle faisait semblant de dormir. Le lendemain, des camarades demandent à Koga s'il a invité Misaki à danser. Il dit non, alors ils décident de tenter leur chance. Après leur départ, Yuna veut demander à Koga, mais est trop timide. La nuit, tout le monde danse. Yuna regarde de loin, mais Koga se souvient de sa réaction et l'invite. En dansant, Yuna craint qu'on se moque de lui car on ne la voit pas, mais Koga lui dit que c'est bon, il la voit clairement. Cela la rend si heureuse qu'elle pleure et ils continuent donc de danser. Quelques semaines plus tard, Koga est à l'auberge, étudiant avec Yaya et Saji pour ses finales. Oboro entre et commence à masser ses seins sur son dos, le surprenant. Virée, elle va voir Koyuzu pour qu'elle l'aide à coucher. Koyuzu lui crée une potion. Pendant ce temps, Nanko entre en maillot bizarre pour distraire Koga, puis mange de la glace de façon douteuse jusqu'à ce que Saji lui dise de sortir. Nakai étudie dans son bureau, les autres ignorant qu'elle va à l'école. Yuna prépare le dessert mais croise Koyuzu et Oboro qui se proposent de le servir. Koyuzu y verse une potion secrète et dit à Oboro de faire un contact visuel avec Koga après qu'il l'ait mangé pour qu'il tombe amoureux. Oboro la porte au salon et croise Nanko qui manque d'y goûter avant qu'Oboro ne lui dise que c'est pour Koga. Elle sert le dessert mais ne sait plus lequel contient la potion car Nanko a changé leur place. Elle devine mais se trompe et quitte la pièce pour demander de l'aide à Koyuzu. À son insu, Saji a mangé le dessert avec la potion. Après avoir croisé le regard de Koga, elle ressent un amour immense pour lui. Quand il s'approche pour une question de maths, elle est gênée et recule vivement, ne comprenant pas pourquoi Koga est si séduisant. Elle se souvient qu'Urara lui a fait comprendre qu'elle aimait Koga, ce qui l'a fait transpirer. Voyant cela, Koga essaie de prendre sa température, mais elle est si nerveuse qu'elle le plaque au sol. Après s'être excusée, elle réalise que Koga n'est pas intéressée, alors elle expose instinctivement sa poitrine pour lui montrer qu'elle est aussi très pulpeuse. Quand Koga essaie de l'arrêter, elle exige qu'il lui dise comment il la voit. Alors, Koga avoue qu'il la trouve mignonne. Cela la rend si heureuse qu'elle le laisse enfouir son visage dans sa poitrine sans savoir que Yuna et Uboro les regardent. Uboro explique que c'est la potion et que les effets disparaîtront bientôt. Comme prévu, la potion perd son effet et Saji reprend ses esprits. Plus tard, quand les autres viennent prendre de ses nouvelles, elle refuse de sortir de sa chambre, trop gênée. Quelques jours après, Yuna se réveille à l'aube et se retrouve à dormir à côté de Koga, qui lui serre la poitrine comme des balles anti-stress. Comme d'habitude, elle est gênée et le projette dans la rivière. Plus tard, Koyuzu part passer la nuit chez Chisaki, Saji retourne dans son village, Yaya rentre chez elle et Nakai part en voyage. En les raccompagnant, Yuna avoue se sentir un peu triste. Alors, pour la réconforter, Nanka emmène tout le monde à la plage. Là-bas, elle demande à Koga de lui mettre de la crème solaire sur le dos. Koga lui demande pourquoi elle ne demande pas aux autres. Nanka insiste pour que ce soit lui, il accepte à contre-cœur et elle fait des bruits de plaisir pendant qu'il le fait. Voyant cela, Oboro lui demande de lui en mettre aussi sur le dos et avoue que c'est agréable. Au final, il ne reste que Yuna, et quand Koga lui demande si elle veut aussi ses mains spéciales, elle dit oui avec enthousiasme. Pendant qu'il le fait, Nanko commence à les taquiner, ce qui provoque un accident faisant s'envoler Koga. En tombant, Koga aperçoit un autre fantôme et se demande ce qu'elle fait là. Plus tard, Nanka lui dit que le fantôme était une fille forcée d'épouser quelqu'un d'autre, alors elle s'est enfuie avec son amant. Malheureusement, le garçon a eu un accident et est mort le même jour, alors la fille s'est suicidée dans l'espoir de le rejoindre. Cependant, son âme erre toujours dans ce monde et elle attend le garçon. Cette histoire triste fait pleurer Yuna, alors Koga suggère de l'aider à retrouver son amant. Immédiatement, ils partent à la rencontre de la fille fantôme qui se présente comme Aim. Après avoir confirmé qu'elle attend son homme, ils le voient se cacher sur une route proche et demandent à Aim pourquoi elle n'y va pas. Aim dit qu'elle est un fantôme lié et ne peut pas quitter cette zone, mais Yuna lui dit qu'elle est aussi liée mais libre de bouger le jour. Cela rend Aim envieuse, mais elle ne peut toujours pas aller sur la route. Alors Koga et Yuna décident de rencontrer le fantôme du garçon. Le garçon dit qu'il ne peut pas y aller, leur faisant croire qu'il est aussi lié, alors qu'en réalité, il a juste peur d'Am, pensant qu'elle est en colère contre lui. Koga lui dit d'arrêter d'être une mauviette et d'aller voir Am, sinon ils deviendront des esprits maléfiques. Même là, le garçon ne trouve pas le courage d'aller la voir et de s'excuser de l'avoir fait attendre. Koga abandonne et s'en va, disant à Yuna qu'il vaut peut-être mieux qu'il n'interfère pas. Cependant, Yuna lui dit qu'une intervention extérieure est très importante pour résoudre les regrets persistants, car les fantômes sont incapables de les résoudre seuls. Cela ravive la volonté de Koga de les aider et il promet de faire tout ce qu'il peut. Il retourne voir le fantôme du garçon et lui dit qu'il va envoyer M de force au paradis avant qu'elle ne devienne un esprit maléfique.
En entendant cela, le garçon se fait dessus, mais il est toujours trop effrayé pour affronter Am. Cependant, en se souvenant de leur bonheur, il trouve le courage de l'approcher. Alors que Am s'approche de lui, Yuna s'attend à un accueil chaleureux, mais Am se transforme en Muhammad Ali et le tabasse violemment. Elle se met alors à pleurer, mais le garçon l'étreint vite et la remercie de l'avoir attendu si longtemps. Elle le remercie aussi d'être venu la voir, et sur ce, ils montent tous deux au ciel. Après ça, Koga réalise qu'il ne connaît toujours pas le regret persistant de Yuna, alors il lui demande de raconter son passé. Yuna dit qu'elle ne se souvient pas et son plus ancien souvenir est de s'être réveillée à l'auberge Yugari. Elle admet ensuite que si d'autres fantômes sont toujours pressés de résoudre leurs regrets persistants, elle est heureuse là où elle est, car elle a beaucoup d'amis. Cette nuit-là, Koga fait un rêve où des moines bannissent Yuna en enfer, mais il court dans le feu pour la tirer. Quand il se réveille, il trouve ses mains en train de tirer sur les fesses de Yuna et elle l'envoie voler dans la mer comme d'habitude. Cependant, elle le suit pour l'empêcher de tomber, mais Koga ne parvient pas à attraper sa main. Elle plonge alors dans l'eau et reprend sa main, et après l'avoir sortie, elle plaisante en disant que ça arrive trop souvent. Elle s'excuse de lui causer des ennuis tout en admettant que ça la rend un peu heureuse. Koga se souvient qu'il avait promis de la rendre heureuse il y a un an, alors il lui éclabousse de l'eau au visage et il commence à en jouer, Koga promettant de la rendre heureuse jusqu'à ce qu'elle monte au ciel. Koga pourra-t-il résoudre le regret persistant de Yuna? Dites-le nous en commentaire, laissez un like si vous avez aimé et regardé cette vidéo.